Alors, pour la production d'anticorps monoclonaux, l'histoire est plus complexe, beaucoup plus complexe. Et c'est pour ça aussi que c'est plus difficile de produire les anticorps monoclonaux, c'est plus cher de produire des anticorps monoclonaux et le traitement aux anticorps monoclonaux est aussi beaucoup plus cher. Alors, ce qui va se passer, c'est que on va isoler l'antigène, on va injecter l'antigène dans le modèle animal, d'accord? Et de là, cet antigène va se multiplier et va se retrouver dans des cellules du foie. Spleen cells, spleen, c'est le foie, okay? Les cellules du foie. Donc, vous avez des cellules du foie qui contiennent les antigènes. Et puis, vous avez des cellules cancéreuses qu'on utilise typiquement dans les laboratoires. Et pourquoi ces cellules cancéreuses? Parce que ces cellules sont immortelles. Elles peuvent se multiplier sans arrêt parce que leurs télomères ne se raccourcissent pas. D'accord? Ils ont des télomérases, mais ça, c'est une autre histoire. Je ne vais pas vous embêter avec ça. Donc, vous avez maintenant ici les cellules du foie avec l'antigène dedans. Et puis, vous avez les cellules cancéreuses. On va amener ces cellules ensemble et créer des conditions pour qu'il y ait fusion entre les cellules cancéreuses et les cellules du foie de l'animal. Et donc, on va avoir ce qu'on appelle des hybridomes. OK? Les hybridomes, ça c'est un hybridome, ça c'est un hybridome, un autre hybridome, un autre hybridome, alors que celui-là, il n'y a pas eu fusion et cette cellule ici, il n'y a pas eu fusion. D'accord? Donc, par ces hybridomes, on va maintenant sélectionner seulement les hybridomes et on va éliminer toutes les cellules qui n'ont pas fusionné. Et à partir du moment où on a des hybridomes, là maintenant, on va séparer les hybrides selon leur spécificité, selon les anticorps qu'ils produisent. Et là, on va avoir différents groupes de cellules selon les anticorps qu'ils produisent. Alors comprenez qu'on va isoler une cellule ici, qu'on va multiplier, et on va voir l'anticorps que cette cellule a produit. On va isoler une autre cellule ici, et on va voir l'anticorps que cette molécule, que cette cellule produit, et la même chose ici. Donc, une fois qu'on a séparé et que chaque clone est unique, d'accord? Là, on va avoir spécifiquement un anticorps particulier qui va être produit à partir de cet hybridome. Un autre anticorps typique va être produit à partir de l'hybridome 2 ici. Et puis, l'hybridome 3 va aussi produire son autre anticorps. Et là, on a des anticorps monoclonaux. Parce que chaque fois qu'il y a un anticorps ne peut reconnaître qu'un antigène ou un épitope. D'accord? Par contre, si on mélange tous ces anticorps ensemble, là, on a une préparation polyclonale. Vous me suivez? Oui, monsieur. Oui, oui. OK, très bien. Donc, vous voyez comment on produit les anticorps monoclonaux et on a aussi vu avant comment on produit les anticorps polyclonaux. Vous voyez que les étapes qu'il y a ici par rapport... Oups, c'est quoi ça? Les étapes qu'il y a ici sont différentes des étapes qu'il y a ici. Alors, entre la production d'anticorps polyclonaux
et la production d'anticorps monoclonaux, vous voyez que sur un plan technologique, c'est beaucoup plus difficile de produire les anticorps monoclonaux que de produire les anticorps polyclonaux. Pour la simple raison que vous devez fusionner et ça, ce n'est pas une procédure simple. OK? Après, maintenant, la purification, une fois qu'on a l'hybridome, ça devient plus simple. Alors, les anticorps monoclonaux, attends, qu'est-ce que j'ai prévu de dire ici? J'ai oublié. OK, alors, je vais peut-être vous décrire, cette diapositive. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Ici, on voit que, en fait, le lapin va être immunisé. Donc, l'immunisation de l'animal va causer la production des anticorps. Et ces anticorps-là peuvent être monoclonaux ou polyclonaux selon qu'on ait injecté soit un épitope unique ou un antigène avec plusieurs épitopes. D'accord? Donc, le nombre d'épitopes qu'on injecte est important. OK? Est-ce qu'on a injecté un antigène entier ou est-ce qu'on a injecté un petit fragment d'antigène sur lequel juste une partie est immunogénique et le reste ne l'est pas. D'accord? Ça, c'est d'une ici. Alors, il y aura, on peut isoler les anticorps après avoir causé l'expansion clonale des cellules B et la sécrétion de ces anticorps. Donc, l'autre chose qui peut être faite, c'est ce qu'on a vu de manière antérieure, où on a une cellule B qui exprime un B-cell receptor spécifique, d'accord, qu'on va mélanger avec un myéloma qui est une cellule cancéreuse, ok, et l'hybridome va donner une structure qui va produire des anticorps ici, comme vous le voyez, et finalement, on peut cultiver l'hybridome ici dans une flasque et à partir de cette flasque-là, on peut regarder, OK, laquelle des cellules exprime l'anticorps particulier qui nous intéresse. Et là, on peut faire ce qu'on appelle l'ELISA. OK? L'ELISA est un test qu'on va voir plus tard qui nous permet de dire qu'il y a un antigène particulier à cet endroit. Donc, on peut dire qu'ici, là, il y a un antigène particulier et il y a un anticorps particulier qui reconnaît cet antigène-là. Et puis, on peut dire qu'ici, il y a un autre antigène particulier qui est reconnu par un anticorps particulier. Donc, le test ELISA va nous permettre de savoir qu'est-ce qui contient quoi. D'accord? Et une fois que vous avez le clone spécifique qui vous intéresse et qui produit ce que vous voulez parce que vous aurez identifié que le puits, ça ce sont des puits, ça, il y a 96 puits ici. Le puits, OK, on va compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le puits numéro 6 sur la colonne numéro... OK, donc on est colonne numéro 6 et on est ligne numéro 12. OK, parce que vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, ligne numéro 8. Parce que là il n'y en a pas 12. Ligne numéro 8. Donc, vous avez ligne numéro 8, colonne numéro 6. Vous allez dire que, ce clone m'intéresse. Et ce clone m'intéresse, je vais prendre ce clone
Et c'est ce clone-là qu'on va maintenant amplifier de manière industrielle et puis purifier l'anticorps de manière industrielle. Donc, en fait, euh, ce que j'avais oublié au début et où je me posais la question, qu'est-ce que je devais dire à propos de cette diapo, c'est qu'en fait, ça, c'est un autre protocole pour la production d'anticorps monoclonaux. Donc, le premier protocole que je vous ai montré, c'est celui-ci. D'accord? Le deuxième protocole que je vous montre pour la production d'anticorps monoclonaux, c'est celui-ci. Vous me suivez? Oui, monsieur. OK, très bien. Oui, monsieur. Et maintenant... Non, monsieur. Oh, quelqu'un a dit non? La classe. OK. Alors, qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Où est-ce que vous voulez que j'explique? La première production. Ici? Yeah. Oui, monsieur. OK. Donc, on disait que pour la production d'anticorps monoclonaux, ici, on injecte un antigène chez un animal. Cet antigène va se retrouver dans des cellules du foie de l'animal. Donc, ces cellules du foie vont être isolées et vont être mélangées avec des cellules cancéreuses qu'on appelle les myeloma cells. Ces cellules cancéreuses ont l'avantage qu'elles se multiplient de manière continue et indéfinie. Donc, on va faire en sorte que les cellules qui ne peuvent pas se multiplier de manière indéfinie puissent merger, puissent fusionner avec les cellules cancéreuses et on ne va isoler ici que les cellules qui ont fusionné. Et dans ces cellules qui ont fusionné là, il y a plusieurs versions d'anticorps qui vont être exprimées. Donc, on va séparer les cellules. Donc, on va prendre une cellule ici parce qu'une cellule ici ne peut exprimer qu'un anticorps. OK? Donc, on va isoler une des cellules ici et on va la mettre ici. On va multiplier cette cellule et on va se rendre compte que cette cellule produit un anticorps particulier qui est ici en vert. Et une autre cellule va être multipliée dans cette boîte de pétri et on va purifier un anticorps qui est aussi spécifique, qui est rouge. Et puis maintenant, on va isoler une autre cellule ici qui va produire un anticorps qui, lui, est jaune. Donc, chacun des anticorps ici est spécifique à la cellule qu'il a produite. Est-ce qu'on se comprend là? Oui, Yeah. non? OK, très bien. Donc là, grâce à la cellule hybride, ici, on est capable de produire des anticorps monoclonaux. Donc ça, c'est une version, un protocole de production de cellules, d'anticorps monoclonaux. OK? Et puis, ça, c'est un autre protocole. D'accord? Et ce protocole, bon, je l'avais déjà expliqué, et vous allez encore écouter cette vidéo un peu plus tard lorsque je l'aurai monté et téléchargé sur le site. Vous serez capable de réécouter ça. OK? D'accord, monsieur. D'accord. Donc, on va avancer. Maintenant, donc, on a parlé des anticorps monoclonaux. Parlons un peu maintenant de l'application de l'utilisation des anticorps monoclonaux. À quoi servent les anticorps monoclonaux? Eh bien, leur rôle, c'est d'opsoniser la cible. OK? S'il y a une cellule cancéreuse, elles vont opsoniser la cellule cancéreuse. OK? Si c'est si c'est un antigène, elles vont opsoniser l'antigène. Qu'à cela ne tienne,
Enfin, quoi qu'il en soit, j'allais dire, quoi qu'il en soit, les anticorps monoclonaux vont opsoniser la cible. Et pourquoi est-ce qu'elles vont opsoniser la cible? C'est pour que la cible soit détruite. OK? Et dans la destruction, il y a ce qu'on appelle la cytotoxicité cellulaire dépendante des anticorps. OK? Dans cette cytotoxicité cellulaire dépendante de l'anticorps, tant que l'anticorps n'est pas attaché à la cellule, cette cellule-là ne va pas être la cible des cellules T. Vous me suivez? Oui, monsieur. OK? Et c'est ça la valeur du traitement monoclonal, d'anticorps monoclonaux dans la lutte contre le cancer. OK? Alors, il y a des exemples aujourd'hui qui existent sur le marché. Par exemple, le Rituxan. Le Rituxan utilise des anticorps monoclonaux, d'accord, qui s'attachent aux protéines qu'on appelle CD20. Ces protéines CD20-là se retrouvent sur les cellules B, OK, les lymphocytes B. Donc, lorsque ces anticorps monoclonaux vont s'attacher sur le CD20, ce CD20-là devient la cible des cellules, des lymphocytes T cytotoxiques. Et il y a un autre traitement qui est le traitement du cancer du sein, où on va utiliser les anticorps monoclonaux qui s'attachent à une protéine qui s'appelle HER2. HER2. Cette protéine HER2, lorsque l'anticorps monoclonal s'attache à elle, ça cause une inhibition de la division cellulaire. En d'autres termes, la cellule n'était pas capable de s'arrêter dans la division cellulaire avec l'anticorps monoclonal contre HER2, il va y avoir un arrêt de la prolifération des cellules. D'accord? Et HER2 signifie Human Epidermal Growth Factor Receptors. Je vais répéter ça. Human Epidermal Growth Factor Receptor. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça, c'est un récepteur qui est trouvé à la cellule, des cellules épidermales, d'accord? Et ce récepteur-là, c'est en fait un récepteur qui reconnaît un facteur de croissance. Donc, vous savez que chaque récepteur va avec un ligand, n'est-ce pas? Oui, monsieur. OK? Donc, dans la communication cellulaire, j'imagine que vous avez déjà vu la communication cellulaire, n'est-ce pas? Oui, monsieur. OK? Donc, dans la communication cellulaire, chaque récepteur va avec un ligand. Et le ligand, dans le cas de ces récepteurs ici, HER2, ce ligand-là, c'est un facteur de croissance. D'accord? Et c'est pour ça qu'on l'appelle Human Epidermal Growth Factor Receptor. Human for H, E for epidermal, OK? R pour récepteur, OK? 2 pour quand ça a été découvert. C'est le deuxième facteur qui a été découvert qui reconnaît en fait un facteur de croissance. OK? Monsieur. Oui.
Monsieur, je n'arrive pas, je ne saisis pas trop le lien entre, je ne sais pas si j'ai bien compris, le lien entre l'attachement des anticorps monoclonés au CD20. Patiemment s'attacher au CD20. Pourquoi ils vont faire ça? Monsieur, si l'anticorps monoclonal s'attache au CD20, il ne va pas le détruire. Mais oui, justement, c'est pour que la cellule B soit détruite. Pourquoi? Parce que, regarde, on parle du traitement du cancer des cellules B. Ah, je ne l'avais pas dit, désolé. Désolé. Parce que les cellules B peuvent être cancéreuses. Les cellules T peuvent être cancéreuses. Mais dans ce cadre ici, ça, c'est le traitement du cancer des cellules B. Et lorsque ces cellules B sont cancéreuses, d'accord, les anticorps monoclonaux vont être dirigés contre la molécule de surface qu'on appelle CD20. Et une fois qu'il y a cet attachement-là, il va y avoir cytotoxicité cellulaire dépendante des anticorps. Donc, en d'autres termes, tant que l'anticorps n'est pas attaché à ces cellules B ne vont pas être détruites. Mais une fois que l'anticorps est attaché à ces cellules B vont maintenant être la cible des cellules T. Vous me suivez? Et monsieur? OK? D'accord, c'est bon. Donc, alors, là, on va maintenant parler des anticorps conjugués. Les anticorps conjugués sont en fait produits pour, sont construits, pour produire une protection contre, euh, contre les cellules cancéreuses. Alors, comment ça va se faire? De manière spécifique, vous allez avoir ici, dans un anticorps normal, attendez, non, non, ça c'est complètement autre chose. Je vais revenir en arrière dans les anticorps conjugués. Au niveau des anticorps conjugués, l'adjuvant va en fait permettre une stimulation de l'activité de l'anticorps pour reconnaître l'antigène dans la cellule cancéreuse et pouvoir en fait stimuler la destruction de cette cellule cancéreuse. D'accord? Donc, euh, le conjugué, en fait, va être à l'origine d'une certaine toxicité qui va être déclenchée pour que la cellule, meure dès l'attachement de l'anticorps sur la cellule cible. Est-ce que vous me suivez? Oui, monsieur. OK? Donc, l'attachement de l'anticorps va déclencher une toxicité à l'intérieur de la cellule cible. OK? Et ça, c'est grâce au conjugué à l'adjuvant, si vous voulez, qui est attaché dessus. OK? Donc, ça, c'est ça. Et puis maintenant, il y a des anticorps bispécifiques. Alors, on va revenir en arrière. Un anticorps a un pied qu'on appelle FC pour la région constante et puis à la région variable. Donc, c'est comme un Y, d'accord, avec la partie variable qui reconnaît les épitopes. Et pour un anticorps donné, la partie variable de gauche est la même chose que la partie variable de droite. Ça, c'est la norme. Maintenant, dans le cadre des anticorps monoclonaux, on peut imaginer une situation
où on va produire un anticorps hybride. Et cet anticorps hybride est de telle sorte que, à gauche, nous allons avoir une chaîne lourde avec une chaîne légère et une région qui reconnaît un épitope qu'on va appeler épitope A ou épitope 1. Et puis, à droite, on va avoir une chaîne lourde avec une chaîne légère et un site d'attachement à l'épitope qu'on va appeler site d'attachement 2, qui est différent du site d'attachement 1. Ça n'existe pas dans la nature. OK? Ça, c'est littéralement quelque chose qui doit être fait par voie chimérique. D'accord? Au niveau de la biotechnologie. Et vous savez que ici, les deux chaînes lourdes sont stabilisées par des ponts disulfure et la chaîne lourde et la chaîne légère ici, elles sont aussi stabilisées par les ponts disulfure. Bon, ça, c'est un détail. OK? Ce qui est important, c'est le fait que cet anticorps soit bispécifique, c'est-à-dire deux sites différents d'attachement à l'antigène. OK? Et ça, c'est pour, en fait, optimiser la lutte contre certaines affections. OK? Alors, ici, on a une cellule cancéreuse. D'accord? Cette cellule cancéreuse a un antigène à la surface. Et puis, vous avez une cellule T qui a une molécule de surface qu'on appelle CD3. Donc, vous avez le tumeur, l'antigène de la cellule cancéreuse ici. Vous avez le CD3 ici à la surface des cellules T. Et puis, vous avez une cellule présentatrice d'antigène ici. Alors, cette cellule présentatrice d'antigène, ça peut être un macrophage, ça peut être une cellule dendritique, ça peut être un natural killer, OK? Cellule tueuse. Alors, quand on considère cette diversité, ce qu'on va remarquer, c'est que il y a un complexe majeur d'histocompatibilité ici, d'accord, avec un antigène. Le pied de l'anticorps est reconnu par ce complexe, d'une part, et d'autre part, il y a un site d'attachement ici qui reconnaît l'antigène de la cellule cancéreuse et un autre site complètement différent qui reconnaît le CD3 de la cellule T. Il en découle quoi? Il en découle trois cellules qui se connectent, qui n'avaient pas de raison d'être connectées. Je vais le répéter. Vous avez maintenant trois cellules qui se connectent, qui n'avaient pas de raison d'être connectées. Je veux dire, connexion tripartite. Je ne parle pas nécessairement de la connexion entre la cellule présentatrice d'antigène et la cellule tumeur ici, ou bien la cellule présentatrice d'antigène et la cellule T. OK? C'est la combinaison des trois qui est atypique, mais qu'on a provoqué. D'accord? Donc, lorsqu'il y a cet attachement-là, la cellule T va libérer des cytokines. OK? Donc, ces cytokines-là vont activer le système de telle sorte que la cellule T maintenant va produire des agents toxiques pour la cellule tumorale. OK? Il y a ce qu'on appelle les perforines qui peuvent se développer entre la cellule T
ici, et la cellule cancéreuse. Ça, ce sont les perforines. Et puis maintenant, il y a des molécules qui vont venir de la cellule T toxique à la cellule tumorale qu'on appelle des granzymes. Vous avez entendu parler de tout ça, n'est-ce pas? Vous avez entendu parler des perforines et des granzymes. Peut-être, peut-être pas? J'ai entendu parler des perforines. OK, très bien. OK, très bien. Donc vous voyez, grâce à un complexe créé par un anticorps bispécifique, on développe réellement des solutions qui aboutissent à l'élimination de la cellule cancéreuse. OK? Et puis, là, on a les inhibiteurs de points de contrôle, checkpoint inhibitors. OK? Alors, cette cette diapo inclut beaucoup de choses. Alors, vous avez ici une cellule dendritique qui est une cellule présentatrice d'antigènes. D'accord? Et cette cellule présentatrice d'antigènes va avoir à la surface plusieurs récepteurs, y compris les B7, le CMH, et puis, oui, OK, les B7 et les CMH. OK? Vous avez la cellule T ici, qui a aussi des molécules de surface, y compris les CTLA4, OK, qui sont reconnus par les B7. Vous avez de l'autre côté des CD28 qui sont également reconnus par les B7. Alors, je vous parlais du complexe majeur d'histocompatibilité. Vous avez les récepteurs de surface des cellules T, les TCR, T-cell receptors, juste comme on avait avec les B-cell receptors, il y a aussi les T-cell receptors. Vous me suivez? Il y a à la surface des PD1. Alors, il faut dire que plusieurs des agents que je viens de mentionner ici, donc, par exemple, les PD1, les CT, oups, désolé, les CTLA4, les CD28 sont des cellules qui contrôlent la réponse immunitaire. Et, enfin, pas des cellules, ce sont des marqueurs qui contrôlent la réponse immunitaire, qui peuvent causer soit la prolifération des cellules T ou soit la prolifération, soit l'apoptose des cellules T. Vous savez que le nombre de cellules T doit être contrôlé. À quel moment les cellules T doivent se multiplier et à quel moment les cellules T doivent mourir. Parce que vous savez que après l'expansion clonale, à peu près, si ce n'est plus de 90% des cellules T vont mourir. OK? Plus de 90% des cellules T vont mourir. Mais ces cellules T vont mourir pourquoi? Qui va induire la destruction de ces cellules T? Qui va en fait contrôler la prolifération des cellules T? Alors, les CD28, okay, les CD28, les CTLA4 et puis les PD1 sont tous des facteurs qui participent au contrôle de la prolifération et de l'activation des cellules T du système immunitaire et aussi des cellules B. Alors donc, en rouge, vous avez l'inhibition, OK, de la prolifération.
En vert, vous avez l'activation. Les arrows, les flèches. La flèche verte signifie qu'il y a activation. En d'autres termes, lorsque les CD28 sont attachés au B7, vous avez activation des cellules T, donc prolifération et ainsi de suite. OK? Alors que l'attachement au CTL A4 produit une inhibition de la prolifération. L'attachement du facteur PD au facteur PD1 cause aussi une inhibition de la prolifération des cellules T. D'accord? Donc, en réalité, on va réellement faire une vérification ici de à quel moment est-ce que la cellule T doit proliférer ou pas. Parce que cette prolifération-là va conduire à une réponse massive dans la lutte contre les agents infectieux et le cancer. Donc, bref, pour revenir ici, donc vous avez que les T-cell receptors ne fonctionnent que avec une présentation d'antigènes. Donc, le Major Histocompatibility Complex, le complexe majeur d'histocompatibilité, tant qu'il n'est pas attaché à un antigène, il n'y aura pas d'activation de la cellule T. Et il n'y aura pas de reconnaissance avec le TCR, T-cell receptor. Maintenant, lorsqu'on part maintenant au niveau de la cellule cancéreuse,